Autre pays, autre mœurs. Chaque culture a ses propres traditions et règles de vie. En ce qui concerne les écoles, nous nous attendons à ce que certaines règles soient plus ou moins les mêmes partout. Cependant, on ne peut pas en dire autant du Japon. Ce pays a des règles scolaires qui sont complètement différentes de la norme. Aujourd'hui, nous allons parler de 20 règles scolaires japonaises qui vous surprendront. Numéro 20. Les sous-vêtements blancs obligatoires. Imaginez que vous marchez dans la rue et que tout le monde sait déjà de quelle couleur sont vos sous-vêtements. C'est fou, n'est-ce pas? Estimez-vous heureux de ne pas être allé à l'école au Japon. Les lycées japonais s'assuraient que chaque élève portait des sous-vêtements blancs. Et ce n'est pas une blague. Bien que nous ne puissions pas dire que chaque école avait cette règle, c'était le cas de 38 sur 238 écoles interrogées. Qu'en pensez-vous? Cette règle était si stricte que les professeurs tiraient les bretelles de soutien-gorge des filles et regardaient aussi les adolescents se déshabiller dans les vestiaires pour s'assurer qu'ils respectaient ces règles. S'ils portaient accidentellement la mauvaise couleur, ils devaient l'enlever sur le champ à l'école. Vous conviendrez sûrement qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme qui devait cesser. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette règle existait au départ. Quelle qu'en soit la raison, c'est une bonne chose qu'elle ait été abolie. Cette tradition bizarre a été supprimée il y a quelques années. Numéro 19. Interdiction des téléphones portables. Nous sommes tous d'accord pour dire que les téléphones portables sont une source de distraction. Mais en même temps, ils font partie intégrante de nos vies actuellement. Comme nous le savons tous, on s'en servira encore longtemps. Alors, autant s'en accommoder. S'il y a une chose que nous savons sur les Japonais, c'est qu'ils privilégient la concentration des élèves. Un téléphone portable n'entre pas dans cette logique. En 2009, le Japon a interdit les téléphones portables dans les écoles primaires et les collèges. Cependant, cette règle a été réexaminée après le séisme qui a frappé la ville d'Osaka en 2018. Les autorités ont estimé que l'usage du téléphone portable pouvait aider les élèves et la communauté dans ce type de situation. Les avantages semblent effectivement l'emporter sur les inconvénients. Et vous, qu'en pensez-vous? Numéro 18. Chaque élève est un agent d'entretien. Les personnes ayant visité le Japon reviennent souvent avec la même observation. C'est un pays particulièrement propre. Il figure d'ailleurs parmi les pays les plus propres du monde. Il occupe la 20e place parmi les pays les plus propres de la planète. Rien d'étonnant de la part des citoyens japonais. Et les élèves ne font pas exception. Contrairement aux écoles occidentales ou du personnel d'entretien recruté pour nettoyer après les élèves, au Japon, ce sont les élèves eux-mêmes qui nettoient leur établissement. Au Japon, les enfants commencent à nettoyer leur salle de classe dès le cours préparatoire et poursuivent jusqu'à la fin de leur scolarité. Cela peut vous sembler surprenant, mais il y a une excellente raison à cela. Maintenir la propreté des lieux tout en inculquant le sens des responsabilités. Une habitude qui les accompagne toute leur vie. Numéro 17. Les queues de cheval ne sont pas autorisées. Cette règle peut paraître étrange et vous ne vous attendiez probablement pas à la voir figurer ici. Pourtant, la justification avancée ne peut être ignorée. On pourrait se demander ce qu'il y a de répréhensible dans une coiffure simple et élégante comme la queue de cheval. Les écoles japonaises la jugent jolie, mais pas décente. Elles ont interdit aux élèves de porter cette coiffure, estimant qu'elle pourrait encourager des comportements déplacés chez les élèves du sexe opposé. Plus précisément, on considère que la nuque ainsi dégagée pourrait susciter une excitation chez les garçons. Une logique pour le moins inhabituelle. Aviez-vous déjà entendu une chose pareille? Numéro 16. Des chaussures différentes pour l'intérieur et l'extérieur. Dans certains pays, il suffit d'aller à l'école, de s'asseoir en classe et de commencer la journée. Au Japon, il faut d'abord retirer ses chaussures d'extérieur et enfiler des chaussures d'intérieur. La culture japonaise impose généralement d'ôter ses chaussures en entrant dans une maison ou un bâtiment. C'est pourquoi, dans presque toutes les écoles, il est obligatoire de déchausser pour enfiler des chaussures prévues pour l'intérieur. Certaines écoles utilisent même des uwabaki. Les uwabaki sont des chaussures légères et souples, exclusivement destinées à un usage intérieur, facile à enfiler et à retirer. Cela peut sembler inhabituel, mais pour ces élèves, c'est parfaitement naturel, car ils le font partout où ils vont. Personne n'y voit d'inconvénient. Numéro 15. Uniforme obligatoire. Dans la plupart des pays, vous n'êtes pas obligé de porter un uniforme scolaire en classe, mais le Japon est différent. Les uniformes scolaires sont obligatoires dans les écoles publiques et privées, et pour cause, ils servent de symbole d'égalité. Cela signifie que peu importe le statut de vos parents, vous êtes l'égal de tous les autres élèves lorsque vous êtes en uniforme. L'uniforme sert également de symbole de discipline pour les élèves. On attend des élèves qu'ils portent l'uniforme à tout moment, et s'ils ne le font pas, ils peuvent être punis. L'uniforme peut consister en une chemise blanche à col et une jupe plissée ou un pantalon. La couleur de l'uniforme varie selon l'école.
les couleurs les plus courantes étant le bleu marine et le blanc. À ce jeune âge, l'accent est mis sur la simplicité et la praticité. Le matériau rend également l'uniforme facile à porter. Il peut être séché facilement, donc aucun élève ne peut invoquer d'excuses pour venir habiller autrement. Dans le cas contraire, il doit s'attendre à une sanction. Numéro 14. Leçon de natation obligatoire. Il arrive que certaines personnes souffrent d'aquaphobie, c'est-à-dire la peur de l'eau. Pourtant, il est probable qu'une telle phobie soit répandue au Japon. L'apprentissage de la natation est obligatoire dès les premières années de scolarité. En grandissant, les élèves deviennent si à l'aise qu'ils plongent avec plaisir. C'est une excellente pratique car la natation présente de nombreux bienfaits. Elle stimule le système cardiovasculaire et réduit les tensions corporelles. Elle développe également la force, l'endurance et la condition physique générale. Et au-delà de ces avantages, savoir nager peut sauver des vies. On peut dire qu'il s'agit d'une règle vitale. Numéro 13. Les élèves ne peuvent pas redoubler une année. Cela diffère totalement de ce que l'on connaît ailleurs. Dans de nombreux pays, un élève en difficulté peut redoubler ou suivre des cours de rattrapage pendant l'été. Au Japon, ce n'est pas le cas. Les élèves passent automatiquement dans la classe supérieure, quel que soit le résultat aux examens. Vous vous dites sans doute que cela semble facile, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Les résultats scolaires sont déterminants pour accéder à un lycée ou à une université. Cela signifie que chaque élève doit travailler dur pour s'assurer un bon avenir. Et en plus de cela, la pression sociale et parentale est telle que le redoublement reste extrêmement rare. Numéro 12. Pas de repas apporté de la maison. Les parents aiment préparer un déjeuner pour leurs enfants afin de garantir une alimentation saine. Les écoles japonaises estiment toutefois pouvoir mieux faire. Dans les écoles primaires et les collèges japonais, il est interdit d'apporter son déjeuner. Tous les élèves consomment le même repas scolaire, réputé savoureux. Il est élaboré selon des menus conçus par des spécialistes en nutrition. Le repas n'est pas seulement un moment pour manger, mais aussi pour apprendre l'équilibre alimentaire. On parle de shokuiku, c'est-à-dire d'éducation alimentaire. Les parents ne pouvant fournir de déjeuner, on pourrait penser qu'il est gratuit. Ce n'est pas le cas, mais il est largement subventionné. Il coûte environ 2,50 $. Les repas sont préparés à partir d'ingrédients frais et biologiques, sans produits transformés ni surgelés. Ils apportent environ 600 à 700 calories et comprennent des glucides, de la viande et du poisson, ainsi que des légumes. Chaque année, le gouvernement japonais revoit la nutrition et les habitudes alimentaires nationales afin d'élaborer les menus. Si vous pensez qu'il n'y a rien de spécial à propos de cette règle, parce que vous mangez aussi le déjeuner à l'école, vous le mangez probablement dans un réfectoire. Mais au Japon, le déjeuner est généralement servi et mangé dans la salle de classe. Généralement, les élèves se servent les uns les autres. Et comme vous pouvez le deviner, il n'y a pas de place pour le désordre ici. Donc ils nettoient après eux. Et étonnamment, personne ne se plaint. La nourriture est si bonne que les parents appellent l'école de temps en temps et demandent s'ils peuvent avoir les recettes. Numéro 11. Coupe de cheveux pour les garçons. La coupe dite two block est très appréciée. Pourtant au Japon, elle est parfois interdite aux élèves. Elle est nette et on dit aussi qu'elle élimine les favoris et met le visage en valeur. Les autorités scolaires estiment cependant qu'elle pourrait provoquer des problèmes, voire des accidents. Cette justification laisse perplexe de nombreux parents. Officiellement, la règle viserait aussi à préserver l'ordre et la loyauté au sein de la hiérarchie scolaire. Une explication qui paraît discutable. Les élèves japonais ont eu droit à cette coupe de cheveux pendant longtemps et elle est très populaire même parmi les célébrités au Japon, comme les acteurs Yusuke Issei, Takayuki Kitamura et d'autres, parce qu'elle est à la mode. Mais puisqu'elle causerait des problèmes, elle demeure interdite dans les écoles. Numéro 10. La ponctualité est d'or. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 2018, un train japonais est parti 25 secondes plus tôt que prévu. Dans d'autres pays, personne ne sourcillerait. Mais ici, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Cet acte a été décrit par un représentant de la compagnie ferroviaire concernée comme vraiment impardonnable. Toutes les personnes impliquées ont dû s'excuser et les employés ont même suivi une formation pour s'assurer que quelque chose comme cela ne se reproduise jamais. Au cas où vous l'ignoriez, les Japonais figurent parmi les peuples les plus ponctuels du monde. Préfèrent sauter un repas plutôt que d'arriver en retard. Ils sont extrêmement précis en ce qui concerne le temps. Ils tiennent à ne froisser les sentiments de personne par leur retard. Quelle attention! Et oui, la ponctualité japonaise ne se limite pas seulement au train. Vous la voyez partout. Des élèves arrivant à l'école en avance, aux gens se présentant aux réunions 5 à 10 minutes avant l'heure, jusqu'au magasin et restaurant ouvrant pile à l'heure. Si vous avez un jour une réunion avec quelqu'un du Japon, assurez-vous d'arriver en avance
parce qu'ils se présenteront très probablement quelques minutes avant l'heure. Numéro 9. Pas de relation amoureuse autorisée. Il est courant que des étincelles jaillissent entre les élèves de temps en temps. Les élèves japonais, cependant, ne sont pas autorisés à exprimer leurs sentiments amoureux à qui que ce soit dans la classe ou à l'école. Les autorités affirment que cette règle a été créée pour que les élèves se concentrent principalement sur leurs études. Cette règle est prise au sérieux. Il est interdit aux élèves de se tenir la main. Et s'il s'agit d'une activité extrascolaire, vous devez rester discret. Une fois, une fille a été surprise dans une relation amoureuse et a été forcée de quitter l'école. Qu'ils le veuillent ou non, les élèves ne peuvent rien y faire car cette règle est également soutenue par leurs parents. Pourtant, les adolescents bravent parfois l'interdit et sortent ensemble, ce qui conduit souvent à des problèmes. Selon une enquête, les filles sont restreintes par leurs petits amis de bien des façons. Il a été constaté que de nombreuses relations au lycée impliquent de la violence, de la coercition et du contrôle. En fait, 33% des lycéennes ont signalé que leur petite amie leur imposait des restrictions. Ces restrictions comprenaient le fait de ne pas sortir avec d'autres amis, de limiter le temps qu'elles pouvaient passer dehors, les endroits où elles pouvaient aller, et la suppression de contacts et de numéros de leur téléphone portable. Même les adultes ne font pas ça. Numéro 8. Sasumata. Une fois, un homme de 62 ans s'est introduit par effraction dans l'école Ichinomiya avec un couteau. Il y a eu une énorme agitation, mais le Sasumata a sauvé la mise. À Tokyo également, lorsqu'un criminel s'est introduit dans une école, 3 enseignants l'ont maîtrisé à l'aide d'un Sasumata. Mais qu'est-ce qu'un Sasumata exactement? Un Sasumata est une arme en forme de lance fourchue utilisée par les guerriers samouraïs dans le Japon féodal, également connue sous le nom d'attrapeur. Le Sasumata, ainsi que 2 autres armes appelées Tsukubo et Sodegarami, étaient utilisées par la police samouraï et les forces de sécurité pour arrêter les criminels et les suspects sans les blesser ou pour contrôler les foules. Un Sasumata ressemble à une arme à 2 dents avec une manche d'environ 2 mètres de long, garnie de pointes pour qu'il ne puisse pas être saisi par l'autre extrémité. Cela empêche l'intrus de s'approcher des personnes tenant le Sasumata. Aujourd'hui, une version moderne du Sasumata est encore occasionnellement utilisée par la police comme outil défensif. La seule différence est que ces Sasumata modernes sont souvent fabriqués en aluminium, sans lame tranchante ni pointe. On trouve cette arme dans de nombreux endroits au Japon et bien sûr dans les écoles. De nombreuses écoles japonaises gardent des Sasumata à portée de main pour arrêter les intrus et les effractions en raison d'incidents passés. Cependant, un Sasumata ne peut être utile que si l'intrus n'est pas armé d'un pistolet. La bonne nouvelle, c'est qu'au Japon, il est rare de posséder une arme à feu. Cet outil reste donc adapté. Numéro 7. Les écoles de soutien intensif. Une école de soutien intensif, aussi connue sous le nom de Juku, est une école spéciale qui aide les élèves à mieux comprendre leur matière. Pour comprendre la raison d'être des cours du soir, il faut savoir que les cours de l'école ordinaire ne préparent pas les élèves aux examens d'entrée. Il est presque impossible de réussir les examens d'entrée simplement en assistant aux cours de l'école ordinaire. Les questions sont considérées comme difficiles et la plupart des élèves ne réussissent pas. De plus, il y a trop d'enfants dans une classe, généralement plus de 40, ce qui rend la concentration difficile. Certains enfants peuvent bien apprendre, tandis que d'autres ont du mal à suivre. Les établissements n'ont donc pas d'autre choix que d'adapter leur enseignement au niveau moyen. Au Japon, il existe 2 types de juku. Le premier est le Shingaku-juku, qui est une école de cours intensifs où les élèves étudient pour entrer dans un collège, un lycée ou une université compétitif. Le second est le Hoshu-juku, destiné aux élèves qui rencontrent des difficultés à suivre le rythme de leurs camarades. En bref, quel que soit le problème d'un élève en classe, le juku s'en occupe. Numéro 6. Les activités de club sont très importantes. Alors que les activités de club sont facultatives dans certaines écoles, dans les écoles japonaises, c'est une affaire importante. Dès le début d'une nouvelle année scolaire, la promotion des clubs commence. Ils affichent des posters dans l'école et essaient de recruter de nouveaux membres. Pour les élèves qui viennent de s'inscrire, le large éventail de choix peut être écrasant. Ainsi, quelques jours après la cérémonie de bienvenue, il y a une assemblée où les activités des différents clubs sont expliquées. Ces activités sont appelées Bukatsudo. Bien que la participation soit volontaire et non obligatoire, la plupart des élèves rejoignent un club. Les clubs sont divisés en 2 grandes catégories, les clubs sportifs et le club culturel. Ceux-ci se subdivisent ensuite en de nombreuses sections. Il existe également des clubs d'arts martiaux pratiquant les disciplines japonaises traditionnelles. Comme on peut s'y attendre, de nombreux établissements proposent le kendo, le judo et le kyudo. On trouve aussi des écoles disposant de clubs de karaté, de sumo et d'aïkido. Les clubs culturels comprennent souvent des ensembles d'instruments à vent, des arts plastiques, de l'artisanat,
du chant choral, du théâtre et de la musique pop. Alors que certains clubs se réunissent 1 ou 2 fois par semaine, d'autres se réunissent presque tous les jours après l'école et même pendant les pauses et les vacances. Les élèves viennent à l'école juste pour participer à leur club et se préparer aux compétitions nationales. Chaque club a un professeur superviseur, mais l'accent est mis sur l'autonomie des élèves dans l'organisation et la gestion des activités. Numéro 5. Pas de professeur remplaçant. Dans de nombreux pays, lorsqu'un enseignant ne peut pas assurer son cours, un professeur remplaçant intervient. Les élèves espèrent alors passer une journée plus tranquille. Au Japon, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Si un enseignant est absent ou empêché, aucun remplaçant n'est envoyé. Les élèves prennent la classe en main eux-mêmes. Ils réalisent leurs devoirs et étudient comme prévu, sans professeur pour les encadrer. Et bien entendu, sans incident. Les enfants sont formés à se prendre en charge dans tous les aspects de leur vie. Et cette autonomie les accompagne à l'âge adulte. Sur ce point, on peut évoquer Jean-Jacques Rousseau, qui décrivait l'esprit de l'enfant comme une page blanche. Ce que l'on y inscrit façonne l'apprentissage. Ces élèves ont été entraînés à accomplir tant de choses par eux-mêmes qu'il reste peu de situations qu'ils ne puissent gérer. Pourquoi aurait-il besoin d'un enseignant dans ces circonstances? Numéro 4. Pas d'accessoires de mode. Dans la plupart des pays, les accessoires de mode ne sont pas un problème. Certains pays ont juste des règles pour qu'ils restent modestes. Au Japon, cependant, aucun n'est autorisé. Vous ne pouvez pas vernir vos ongles ni percer aucune partie de votre corps, même quand vous êtes plus âgé. Tout type de piercing est très rare là-bas. Les boucles d'oreilles ne sont généralement pas autorisées au Japon, ainsi que tout autre bijou ou même le vernis à ongles. Au Japon, seuls les élèves considérés comme rebelles se font percer les oreilles. Les élèves ne sont pas autorisés non plus à porter des chapeaux ou des casquettes, et les écouteurs sont interdits dans l'enceinte scolaire. Disons simplement que les écoles veulent que leurs élèves se présentent avec leur uniforme, leurs sous-vêtements blancs, leurs chaussettes, leurs chaussures et leurs sacs à dos scolaires. Tout élément supplémentaire peut entraîner une sanction sévère. Numéro 3. Les cheveux doivent être noirs. Il existe toutes sortes de couleurs de cheveux, mais la plupart des gens au Japon ont les cheveux noirs. Si quelqu'un veut se teindre les cheveux, c'est un gros problème, surtout pour les élèves. Le règlement scolaire stipule que les cheveux doivent être noirs. Mais qu'en est-il des élèves aux cheveux naturellement blancs? Pour ces élèves, les parents doivent venir personnellement et fournir la preuve que leur enfant a des cheveux naturellement clairs. Ce n'est qu'à cette condition que l'élève peut être exempté. Une affaire qui a attiré l'attention nationale en 2017 est celle où ces règles dites de cheveux noirs ont causé un énorme problème. Une fille a été forcée de teindre ses cheveux naturels en noir, ce qu'elle a fait au début, mais a fini par arrêter de faire. Les responsables ont alors retiré son pupitre de la salle de classe, effacé son nom de la liste et vérifié les racines de ses cheveux. La jeune fille a intenté une action en justice pour préjudice moral et les autorités locales lui ont finalement versé 3100 $. Toutefois, le tribunal a jugé que l'établissement était en droit d'appliquer ce règlement. Numéro 2. Une salutation respectueuse. Le peuple japonais accorde une grande valeur au respect et le prend très au sérieux. Lors d'une promenade nocturne à Tokyo, vous êtes plus que susceptible d'apercevoir plusieurs groupes de personnes s'inclinant les uns envers les autres en se disant au revoir. Pour la plupart, tout le monde s'incline. Et si vous êtes un étranger, cela peut être déroutant car vous ne saurez pas quand vous incliner et quand ne pas le faire. S'incliner est un signe de respect et de courtoisie, vous devez donc vous incliner devant tout le monde au Japon en signe de respect. Les élèves saluent leur professeur en s'inclinant, mais cela se fait de différentes manières selon la situation. Par exemple, en entrant dans la salle de classe, les élèves s'alignent et s'inclinent devant leur professeur. Cela montre du respect et c'est une façon de dire bonjour. En quittant la salle de classe, les élèves s'alignent à nouveau et s'inclinent devant le professeur. Cette fois, ils disent « Merci pour la leçon » ou « Merci de votre temps ». Numéro 1. Les vacances d'été. Alors que d'autres écoles ont des vacances d'été à la fin de l'année scolaire, les écoles japonaises sont différentes. Leur été tombe au milieu de l'année car leur semestre scolaire commence en avril et non en septembre comme dans la plupart des écoles. L'été est généralement une période où les familles passent du temps ensemble et s'amusent. Mais pendant les vacances d'été japonaises, le travail continue. Leur pause estivale dure 5 semaines, ce qui n'est que la moitié de la nôtre. Et même alors, les élèves vont toujours à l'école et participent aux activités du club. Même chez eux, ils consacrent du temps aux révisions et aux devoirs. Les enfants vont à l'école avec leurs enseignants pendant cette époque, et c'est presque comme s'ils n'avaient pas de vacances du tout. Les élèves sont habitués à ce rythme depuis si longtemps qu'ils le considèrent comme normal. En principe, les vacances sont destinées à permettre aux enfants de jouer, car le jeu est essentiel à leur développement cognitif. Mais au Japon, il s'agit d'un enchaînement constant de travail
et d'activité. Laquelle de ces règles vous a le plus surpris? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez regarder d'autres vidéos que nous avons faites pour vous, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.